Bonjour, bonjour à tous. Donc, on est ensemble pour ce premier atelier. Donc, comment améliorer la tolérance digestive des aliments. Je vais vous faire une présentation de 30-40 minutes pour après laisser la place aux questions que vous aurez, même si probablement il y en a déjà un petit peu dans les esprits. Eh bien, ça ne marche pas. Je n'ai pas la main. JD, merci. Alors, dans un premier temps, l'idée, c'est de voir un petit peu les enjeux de l'alimentation au cours d'une Mickey. Alors oui, je précise que si vous avez des questions sur des termes qui ne sont pas clairs, des choses que je dis que vous ne comprenez pas, vous pouvez effectivement le dire comme JD l'a précisé tout à l'heure sur le chat ou sur l'onglet questions voilà, pour clarifier un petit peu certains termes qui seraient pas clairs. Donc, les enjeux de l'alimentation au cours d'une Mickey, c'est de permettre de revenir ou de maintenir un bon état de santé, de prévenir des carences nutritionnelles qui sont possibles, notamment en fer, en vitamine B12, en vitamine D et en protéines. Alors, le fer, ça peut être pour tout ce qui est perte de sang, qui peuvent induire en fait une anémie. La vitamine B12, ça va être une possible malabsorption. La vitamine D, c'est une carence en fait qu'on retrouve dans la population générale et qui peut être majorée au cours d'une Mickey. Et les protéines, c'est dû aux poussées inflammatoires et aussi au traitement par corticoïdes. L'alimentation, elle a aussi pour but en fait de maintenir un confort de vie, maintenir la vie sociale. Le confort de vie, c'est pouvoir manger, bien tolérer ce qu'on mange et se sentir bien, sans avoir de douleur, sans avoir de diarrhée. Et maintenir la vie sociale, c'est tout ce qui a trait à la convivialité, prendre ses repas en famille, avec ses amis, et que l'alimentation soit source de plaisir. J'ai toujours. Ouais, merci. Alors, au cours d'une Mickey, la digestion, elle va être impactée. Elle va être impactée plus ou moins, et plus ou moins aussi, fonction de où on va se situer dans la maladie, puisque que ce soit la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, donc on a des phases de poussée inflammatoire et des phases de rémission. Donc, pendant les périodes de poussée inflammatoire, la muqueuse digestive, elle est inflammée, elle présente des ulcérations, et en termes de symptômes digestifs, on va pouvoir retrouver des douleurs abdominales, des diarrhées, de la constipation, des ballonnements, des saignements, une émission de glaire et éventuellement des faux besoins. Et quand on est en phase de fin d'inflammation, donc la muqueuse digestive va cicatriser. Et après, elle va être complètement cicatrisée en période de rémission. Néanmoins, on va pouvoir retrouver des symptômes digestifs. Les symptômes qu'on va retrouver, ça va être principalement les ballonnements, des douleurs persistantes, des diarrhées éventuellement, de la constipation et des faux besoins. Il est possible aussi de ne pas avoir de symptômes digestifs pendant les périodes de rémission, et c'est ce qu'on souhaite. Et l'alimentation, finalement, va tenter de s'adapter aux symptômes digestifs qu'on va rencontrer, finalement, qu'on soit en période de poussée inflammatoire ou en période de rémission. Pardon. Donc, l'idée, c'est que l'alimentation, effectivement, elle s'adapte beaucoup plus aux symptômes qu'à l'inflammation en tant que telle. Pour traiter l'inflammation, là, ça va être plutôt les traitements médicamenteux. Et ce qu'on remarque, c'est que, fonction des personnes, les capacités digestives, en fait, vont pas tout à fait être les mêmes, ne serait-ce que, par exemple, ça va dépendre beaucoup du site de l'inflammation, du site de la sensibilité de la muqueuse. Si la muqueuse, en fait, elle est atteinte plutôt au niveau du côlon ou au rectum, on n'aura pas les mêmes capacités que quand c'est une maladie de Crohn, où ça va être surtout au niveau de l'iléon et éventuellement plus haut au niveau de l'intestin grêle. Donc, les capacités digestives, c'est d'une en lien avec la sévérité de la poussée inflammatoire, mais aussi du site de l'inflammation.
Donc là, c'est en discutant avec les personnes qu'on va pouvoir s'adapter. JD, la suivante. Merci. Au niveau des habitudes alimentaires, la FA s'est penchée sur la question pour avoir un petit peu plus de précision sur comment elles étaient impactées au cours d'une Mickey. C'est des données que vous pouvez retrouver sur l'Observatoire des Mickey. Je vous ai mis le lien là sur la présentation et vous pouvez trouver l'infographie. Donc en fait, on s'est rendu compte à travers le questionnaire qui date de 2017 qu'il y avait 3/4 des personnes qui éprouvaient des craintes face à certains aliments, et face à ces craintes, les habitudes finalement avaient été modifiées. Donc pareil, on a un gros 3/4 des personnes qui ont modifié leur comportement alimentaire, dont 70% avec des changements importants. Et si on regarde sur la diapo suivante, on va pouvoir voir un petit peu sur quels aliments ces modifications se portent. Donc il y a des aliments qui vont être plus consommés, d'autres qui vont être moins consommés. Donc les aliments les moins consommés qui auront été diminués, ça va être les légumes secs, les produits laitiers, les fruits. Ceux qui sont le plus consommés, c'est les féculents, et de façon inchangée, on va retrouver les viandes et aussi le poisson. Alors en fait, quand on regarde un petit peu cette tendance, ça ressemble beaucoup au régime sans résidus, puisque les aliments qui sont moins bien tolérés, alors quand je dis moins bien tolérés, ça va être source de symptômes digestifs plus ou moins importants, et sont les aliments en fait qui contiennent des fibres. Alors la difficulté, c'est que ces aliments qui sont écartés, en fait, ils participent à l'équilibre alimentaire, puisqu'ils vont être source de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et effectivement de fibres. Et tout l'enjeu, en fait, ça va être de les réintroduire dans l'alimentation pour arriver à une alimentation équilibrée. On peut faire suivre. Alors, donc l'enjeu, ça va être de bien les choisir, de les préparer pour justement mettre un petit peu toutes les chances de son côté. Au niveau du choix des aliments, l'idée, ça va être de prendre des aliments de saison, que ce soit les fruits, les légumes, mais les saisons sont vraies aussi pour les fromages, pour les viandes, d'avoir des méthodes respectueuses, que ce soit l'agriculture, la production ou l'élevage, puisque maintenant on a quand même de plus en plus de documentation sur l'impact nutritionnel des aliments, des méthodes de production, d'essayer de choisir au plus des aliments simples et bruts et le moins préparés possible. Alors j'ai mis le moins préparé possible, puisque parfois, selon les rythmes de vie, quand on est un petit peu pressé, on peut choisir des aliments qui vont déjà être un petit peu élaborés, en surgelé ou en conserve, par exemple. Et puis après, effectivement, soi-même, on va pouvoir les préparer. De se tourner vers les commerces de proximité, puisque les commerces de proximité, les commerçants, en fait, l'aliment vendu, c'est vraiment leur métier, c'est leur savoir-faire, et ils vont pouvoir nous conseiller sur quel morceau choisir, comment le préparer, comment le cuisiner, avec quoi on peut l'associer, d'où il vient, comment ça a été produit. On va dire qu'en théorie, c'est son travail, et que derrière, il y a un savoir-faire sur lequel nous, consommateurs, et vous aussi, consommateurs, vous pouvez vous appuyer. Donc c'est très vrai pour les primeurs, pour le boucher, le fromager, le boulanger, voilà, pour avoir un peu une meilleure connaissance du produit, puisque par exemple une viande de boucherie n'a pas la même qualité qu'une viande de supermarché. Pour le pain, c'est la même chose. Et une vigilance sur les aliments ultra transformés. On commence à avoir de plus en plus d'études sur justement l'impact des aliments ultra transformés, des additifs notamment, sur l'inflammation. C'est pas encore ultra documenté, mais en tout cas on commence à avoir des réponses, et l'idée, ça va être effectivement de les diminuer autant qu'on peut.
Si on regarde la suite, voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a choisi ces aliments, on va les préparer. Et tout ce qui va être réalisé en cuisine, en fait, va permettre de faciliter la digestion. Alors que ce soit l'épluchage, puisque quand on épluche les fruits et légumes, en fait, en enlevant la peau, on enlève la partie dure de l'aliment. Et cette partie dure, en fait, est beaucoup plus riche en fibres, et notamment en fibres insolubles. Et ces fibres-là, elles ont tendance à être un peu plus difficiles à digérer. Alors, le terme n'est pas tout à fait exact. C'est surtout qu'en fait, elles vont augmenter la motricité digestive. Et la motricité digestive, sur une muqueuse digestive qui est douloureuse et qui est inflammée, si ça bouge, ça peut générer effectivement des douleurs et éventuellement des diarrhées par la suite. Le fait de découper aussi les aliments derrière, ça peut faciliter un travail de mastication, un travail de mâche qui peut être facilité et intéressant, par exemple, quand on éprouve en fait une grande fatigue. Et après aussi en termes de cuisson, ça peut être intéressant, ne serait-ce que parce que déjà ça diminue le temps de cuisson et on peut arriver à des textures plus tendre en ayant découpé l'aliment. Donc effectivement, la cuisson, elle aussi va modifier la tolérance digestive puisqu'elle elle va venir attendrir les fibres et aussi transformer et modifier la teneur en fibres. Ça, on va le voir juste après des aliments. On peut aussi travailler sur la texture une fois qu'on a épluché, découpé, cuit, puisque si on passe sur une texture en purée et en soupe, ça fait du travail digestif en moins et ainsi on peut améliorer la tolérance des aliments. Et quand on est en phase vraiment très aiguë à ne pas consommer de fruits ou de légumes crus, on peut passer sur des jus. Si on a une centrifugeuse ou un extracteur, on peut utiliser les deux de façon indifférenciée. Avec la centrifugeuse, on va retrouver un peu plus de fibres puisqu'il y en a quand même quelques-unes qui passent, mais c'est pas très gênant parce qu'elles ont été complètement éclatées en fait avec le phénomène de centrifugation, alors que l'extracteur, lui, c'est vraiment des rouleaux qui vont compresser le fruit ou le légume et où on obtient effectivement le jus. On peut utiliser un presse-agrumes pour les oranges, le citron et le pamplemousse, ou vous pouvez le filtrer ou pas, ça dépend. Mais en tout cas, en étant sur des jus, en fait, ça permet d'avoir les bénéfices des légumes et des fruits crus, notamment au niveau des vitamines, puisque les vitamines, elles vont être très sensibles, notamment à la chaleur. Et effectivement, on a une perte de vitamines après cuisson. Si on passe à la suivante, voilà, comme ça on peut aborder la cuisson. Donc la cuisson, là je vous renvoie à une fiche sur les modes de cuisson qui est disponible sur le site de l'AFA. Donc effectivement, on a des inconvénients à la cuisson puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une diminution des vitamines, on a une oxydation aussi des lipides, notamment des oméga 3 qui sont des acides gras essentiels, particulièrement importants d'ailleurs au niveau du processus anti-inflammatoire. Et la cuisson peut diminuer la teneur en protéines par phénomène chimique. En revanche, elle présente quand même beaucoup d'avantages, puisque à travers son évolution, quand l'homme a découvert et mis en place la cuisson, ça a quand même grandement facilité sa vie, ne serait-ce que pour tout ce qui est sécurité sanitaire, puisque avec la cuisson et la chaleur, ça détruit en fait une grande partie des bactéries et ça permet de ne pas tomber malade par intoxication alimentaire. En termes de digestibilité de l'amidon, c'est très largement amélioré. On a une grande différence entre une
entre une céréale crue, un grain de céréales cru et un grain de céréales cuit. Et le grain de céréales cuit demande beaucoup moins de travail digestif et de dépenses d'énergie pour sa digestion, alors que quand il est cru, c'est beaucoup plus difficile. Et cette énergie gagnée quand on a découvert la cuisson, finalement, on a pu l'utiliser pour faire d'autres choses. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que la cuisson, en fait, va influencer la teneur en fibres et surtout la teneur en pectine. Donc, je suis beaucoup sur les fruits et légumes, mais comme c'est quand même les aliments qui sont souvent écartés et que l'objectif, c'est de les réintroduire progressivement, les fruits et légumes contiennent de la pectine et avec la cuisson, la pectine, en fait, va pouvoir sortir des cellules du végétal et être plus disponible. Et cette pectine, en fait, c'est une fibre qu'on appelle une fibre soluble et qui va se gélifier quand elle est au contact de l'eau. Quand on est en période de diarrhée, on a une perte en eau qui est importante et de l'eau en fait qui va beaucoup plus transiter dans le tube digestif, et cette pectine en fait elle va permettre de gélifier cette eau et de limiter les diarrhées. Donc c'est pour ça qu'elle peut être, et de ralentir le transit. Donc tout ce qui est pectine en fait, ça va être à favoriser en période de diarrhée. La cuisson va aussi impacter la qualité organoleptique. Alors, c'est un mot un peu savant pour dire que ça améliore, en tout cas, ça change le goût, ça développe les saveurs et les arômes des aliments. Par exemple, si on prend une viande, que cette viande, on l'a fait. Alors après, ça va dépendre des techniques de cuisson, mais si la viande, on l'a fait sauter ou on l'a fait rôtir, elle va avoir un goût qui va être très différent d'une cuisson d'une viande bouillie, par exemple. Et ces arômes, en fait, ils sont importants, ne serait-ce qu'au niveau du plaisir. Et ça améliore aussi la cuisson, la biodisponibilité du fer, la vitamine A et des lycopènes. Les lycopènes, en fait, c'est des antioxydants qu'on va retrouver notamment dans les tomates. Si on passe à la suivante, parce que je crois que je continue sur les cuissons. Alors au niveau donc vous trouvez toujours ces informations sur la fiche sur les modes de cuisson. Donc pour les viandes, les cuissons qu'on va plutôt privilégier, ça va être plutôt les cuissons rôties, poêlées, grillées et sautées. En fait, avec ces cuissons-là, on a une croûte qui est formée à la périphérie de l'aliment, et en revanche, à l'intérieur, ça va être très fondant. Et sur les viandes mijotées, c'est un peu le même principe, sauf que comme il y a un jus de cuisson, puisqu'on va rajouter de l'eau, que ce soit dans le ragoût ou dans les plats braisés, il y a une partie des arômes, une partie des nutriments aussi qui va passer dans le jus de cuisson, qui peut être lui aussi très intéressant et pas forcément gras, puisque quand on fait une viande en ragoût, si on mouille avec de l'eau, au final le plat est pas gras. La teneur en matière grasse va surtout dépendre de la quantité d'huile qui est mise pour faire sauter la viande au début. Une cuisson qui est particulièrement intéressante en termes de digestibilité, c'est les cuissons qu'on appelle basse température. En fait, les cuissons basse température, c'est le principe du ragoût, du braisé, sauf que on va être sur une température beaucoup plus basse. On est autour des 100 degrés. Et par contre, elle va être très, très prolongée, ce qui va donner un rendu de la viande très fondant, très, très goûtu et particulièrement digeste, puisque ça aura été très doux. La difficulté des ragoûts, par exemple, si on fait un bœuf carotte, ça va être une température de cuisson un peu trop forte qui peut donner, quand on maîtrise pas forcément bien ce qui arrive à tout le monde, moi la première, mais si on maîtrise pas cette température, on peut obtenir une viande un peu dure qui a tendance à faire chewing-gum quand on la mâche. Et là, effectivement, en termes de digestibilité et de travail digestif, on va être plus important.
Donc les cuissons basse température, elles sont vraiment très intéressantes. Au niveau des poissons, on a plutôt des techniques, on a des techniques un peu différentes. Tout ce qui est cuisson pochée, ça va être la cuisson au courbouillon, les cuissons à la vapeur, cuisson au four. Les cuissons à la vapeur, que ce soit pour les poissons ou les légumes, on peut mettre des arômes dans l'eau dont on se sert pour faire la vapeur, et en mettant des épices, des aromates, ça permet de parfumer la vapeur et de parfumer l'aliment qu'on est en train de cuire. Pour les légumes, la cuisson à l'eau, alors on peut avoir une perte en vitamines, en minéraux par diffusion dans l'eau. Cela dit, si c'est pour faire une soupe, par exemple, c'est pas très gênant puisque l'eau de cuisson en fait va être utilisée. Si on fait pas une soupe, on peut tout à fait garder l'eau de cuisson pour la cuisson du riz, par exemple, pour accompagner le légume, et en gardant cette eau de cuisson pour cuisiner derrière le riz, ça va permettre de parfumer aussi le riz. Donc ça peut être intéressant en termes de goût. Une cuisson aussi qui est intéressante, c'est la cuisson à l'étouffée. La cuisson à l'étouffée, par exemple le wok, c'est cuit avec un tout petit peu de matière grasse. Après, on met le couvercle dessus. On peut éventuellement rajouter un petit peu d'eau, et c'est l'eau du légume, enfin, ou de l'aliment, même si là je parle des légumes, qui va aromatiser et permettre aussi la cuisson, en plus de la chaleur de l'aliment. Et ça donne un rendu très parfumé et très riche en goût. Et les légumes, ils peuvent être aussi rôtis au four. Alors, les légumineuses. C'est tout ce qui est les lentilles corail, les haricots rouges, les pois cassés, les fèves, les pois chiches. J'en oublie, mais globalement, c'est ce qu'on appelle les légumes secs. Les légumineuses, souvent, elles sont très difficiles à digérer. Elles ont tendance à donner des ballonnements, des gaz et des douleurs abdominales. Donc, elles posent souvent problème. L'idée pour les légumineuses, c'est donc déjà souvent il y a un temps de trempage, sauf pour les lentilles. Ce temps de trempage, quand on souffre d'une Mickey, on peut l'allonger. Souvent, c'est plutôt 12 heures, mais on peut le prolonger à 24 heures, et changer l'eau de trempage, puisque quand on va aller faire tremper les graines, les facteurs qu'on appelle antinutritionnels vont passer dans l'eau de cuisson, dans l'eau de trempage, et en changeant ces différentes eaux, ça peut permettre une meilleure élimination de ces facteurs antinutritionnels. Et dans l'eau de trempage, on peut rajouter du bicarbonate pour justement atténuer ces effets indésirables des légumineuses. Et pour la cuisson, une cuisson avec un autocuiseur, enfin une cocotte minute en fait, ça permet de raccourcir le temps de cuisson, et surtout ça améliore en fait la digestibilité derrière de la légumineuse. Surtout que vous pouvez tout à fait prolonger ce temps de cuisson. Plus ça va cuire longtemps, plus en termes de tolérance, on sera meilleur. Donc à la fois prolonger le temps de trempage et aussi prolonger le temps de cuisson. Et après, de toute façon, on peut aussi passer les légumineuses en purée ou en soupe. Ça permet davantage d'améliorer la tolérance. On peut continuer. Alors, pour les fruits et légumes, l'idée, quand ils ont été un petit peu écartés, et de les réintroduire, ça va être
Déjà enfin déjà même avant de les enlever, on a fait, donc pareil, il y a des fiches que vous pouvez retrouver sur le site où on a pris les aliments et fonction de comment ils sont préparés et déjà s'ils sont crus ou s'ils sont cuits, de voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller, puisque là pour la carotte, ben, on a une différence effectivement de digestibilité entre la carotte crue et la carotte cuite, hein, puisque en termes de fibres, ça va être différent. Si on a le fruit et légumes brut, donc avec la peau, on va avoir beaucoup plus de fibres que quand il est cru sans la peau. Quand on le pèse cuit, on va modifier la teneur en fibres et puis on va aussi modifier la structure des fibres. Quand on le mixe, pareil, on poursuit cette modification et on gagne en tolérance, et en jus, on a quasiment plus de fibres. Donc l'idée, ça va être fonction de l'aliment, de voir comment le préparer pour mettre un petit peu toutes les chances de son côté et surtout éviter de l'enlever de l'alimentation, puisque finalement c'est ça qui est surtout embêtant, c'est quand les aliments vont être retirés complètement de l'alimentation. On peut continuer. Pour les céréales, tout ce qui est céréales raffinées ou céréales complètes, pareil, là c'est la teneur en fibres qui va être modifiée. Les céréales complètes, en fait, elles gardent l'écorce qu'il y a autour du grain qu'on appelle le son, et ce son de céréales fait partie, lui, plutôt des fibres insolubles, et ces fibres-là, elles vont avoir tendance à stimuler la motricité digestive et à augmenter le volume des selles. Donc les céréales complètes, elles seront plutôt à favoriser quand on présente surtout une période de constipation, puisqu'en stimulant la motricité, ça peut permettre d'améliorer la constipation. Par contre, si on est en période de poussée inflammatoire avec une muqueuse intestinale qui est sensible, ces fibres-là, en fait, vont avoir tendance à irriter en quelque sorte davantage, puisqu'elles sont elles sont un peu plus rugueuses en quelque sorte. Et au contraire, d'aller plutôt vers les céréales raffinées, ce qu'on appelle les céréales blanches, les pâtes qui sont vendues traditionnellement dans le commerce. Il y a la version intermédiaire semi-complète, puisque par exemple pour les pâtes complètes, elles ont un goût qui est particulièrement amer. Et si on veut enrichir en fibres, le semi-complet a un goût un peu moins amer. Donc, après, là, on est plus sur plutôt des goûts. On peut passer à la suivante. Alors du coup, suite aux céréales, parler un petit peu du gluten. Donc c'est un sujet toujours un sujet un peu délicat. Alors la suppression totale du gluten, elle est clairement indiquée en cas de maladie cœliaque, et c'est sa seule indication. En dehors de la maladie cœliaque, on ne retrouve pas d'obligation en quelque sorte d'enlever totalement le gluten. Je parle bien de totalement. Ce qu'on va pouvoir retrouver par rapport au gluten, c'est plutôt une hypersensibilité, puisqu'effectivement ça existe. Et cette hypersensibilité au gluten, les pistes qu'on a pour l'expliquer, donc c'est pas une intolérance, c'est pas une maladie cœliaque, c'est principalement dû à des farines qui maintenant sont enrichies en gluten et des techniques de panification qui sont raccourcies. Et comme le temps de panification est raccourci, en fait, les levures, donc c'est pour la fabrication du pain par exemple, les levures n'auront pas suffisamment de temps pour prédigérer le gluten, ce qui fait qu'on va avoir plus de gluten dans le pain puisque les farines sont enrichies,
et au cours de la panification, ce gluten n'aura pas été suffisamment attaqué en quelque sorte par les levures, ce qui fait qu'effectivement le pain derrière va contenir davantage de gluten. Donc l'idée, ça peut être de faire son pain soi-même et si on est un petit peu aventurier, de faire aussi son levain, c'est possible, et d'avoir comme ça un temps de levage en fait du pain qui va être plus long et permettre derrière une meilleure digestion du gluten. Alors, je me posais la question de la machine à pain. Je suis pas sûre parce que quand on utilise la machine à pain, je sais pas dans quelle mesure on choisit le temps enfin, on a une maîtrise en fait sur le temps de levage. Alors que si on a la chance d'être équipé d'un pétrin, ça permet de faire sa pâte à pain. On choisit de la laisser lever et après on peut passer en cuisson. Avec la machine à pain, je suis pas sûre, parce que je pense que c'est la machine qui gère le pétrissage et après derrière le temps de repos, puis la cuisson. Donc la machine à pain à voir. Et en dehors de la fabrication du pain, on peut tout à fait s'inscrire dans un souhait, en tout cas, de diminution de la quantité de gluten dans l'alimentation. Et là, en fait, on peut choisir des féculents en fait, qui ne contiennent pas du gluten. Ceux qui n'en contiennent pas, ça va être le riz, le maïs, tout ce qui va être à base de manioc, comme le tapioca ou les perles du Japon. Les pommes de terre, le quinoa, les légumes secs ne contiennent pas de gluten et les galettes de sarrasin, les galettes de blé noir. Et d'avoir un roulement comme ça où on n'est pas dans une suppression totale, mais une diminution. Et par exemple pour le pain, de poser la question au boulanger de comment il fait son pain, où est-ce qu'il prend sa farine, est-ce qu'il discute avec les agriculteurs, le meunier, etc. On peut continuer. Au niveau de la composition et du rythme des repas, on peut aussi améliorer la tolérance digestive, puisque le fait même de manger en fait induit une motricité digestive pour faire progresser les aliments dans le tube digestif. Et quand on est sur un modèle à 3 repas par jour, il peut arriver que, attendez. Quand on se retrouve dans le modèle de 3 repas par jour, souvent, pendant les permanences téléphoniques, j'ai des retours de personnes qui témoignent de douleurs abdominales juste après le repas. Alors, en fait, dans ces cas-là, c'est pas tant les aliments qui ont été consommés qui posent problème au niveau de l'intestin, puisque ce qu'on vient de manger, en fait, est dans l'estomac. Donc, les douleurs abdominales, quand elles sont au niveau de l'intestin et du côlon, elles vont être liées à la motricité digestive beaucoup plus qu'aux aliments qui ont été consommés. Et il est possible que dans ces cas-là, ce soit le volume du repas qui soit problématique entre guillemets. Donc dans ces cas-là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de fractionner les repas. Au lieu d'avoir 3 repas dans la journée, d'en avoir 4, éventuellement 5. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué à faire au travail si on est en cours aussi. Parce que ça demande effectivement beaucoup plus d'organisation. Néanmoins, ça peut être intéressant à tester pour voir, puisque l'idée c'est d'avoir des repas plus fréquents mais moins volumineux. Et en étant sur un modèle de repas moins volumineux, ça diminue la motricité digestive juste après le repas et ça peut être beaucoup plus doux. En sachant qu'on ne peut pas faire l'économie de la motricité digestive. Donc, il est possible que en période de poussée inflammatoire et de muqueuse inflammée et sensible, le fait même de manger soit douloureux parce que ça fait bouger la muqueuse
la muqueuse digestive. En fait, c'est comme quand on a une plaie quelque part sur le corps. Si on touche la plaie, c'est douloureux. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est en train d'aggraver la plaie. C'est le fait de toucher et c'est le fait aussi de mobiliser cet endroit qui va faire que c'est douloureux, notamment si on a une plaie, par exemple, sur une articulation. Là, c'est pour expliquer éventuellement certaines douleurs que vous pouvez ressentir. Pour le fractionnement et la composition, si on est sur 5 repas, on garde en fait le petit déjeuner, dîner. Et par exemple, pour le déjeuner et le dîner, on peut tout à fait conserver juste le plat, avec plusieurs composantes, avoir de la viande, du poisson, des œufs, des légumes, des féculents. L'idée, c'est de mettre des féculents associés aux légumes. D'associer féculents et légumes, ça permet d'améliorer la tolérance des légumes. Et pour les collations qui vont être mises en place, si on a enlevé, par exemple, le fromage, le yaourt et le dessert, c'est cette partie-là en fait qu'on va pouvoir décaler et mettre à distance du repas. Donc par exemple mettre une collation vers 16h ou 17h l'après-midi et si on a mangé vers 19-20h, de reprendre la collation, enfin de prendre la collation par la suite dans la soirée vers 22h. On peut tout à fait manger avant le coucher, c'est pas très gênant. Surtout si ça améliore les douleurs et qu'on constate qu'en termes de confort, c'est mieux. L'idée de toute façon, c'est que quand vous testez une nouvelle manière de préparer, une nouvelle manière de rythmer les repas, c'est de tester et de sentir finalement comment ça se passe, comment vous le vivez, et de tester éventuellement plusieurs fois et de tester aussi dans des conditions où vous êtes confort. De tester par exemple le week-end quand vous êtes à la maison, tranquille, et dans un environnement que vous connaissez et des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise, plutôt que de tester si on est à l'extérieur ou une journée de boulot ou une sortie, puisque maintenant on peut sortir un petit peu plus longtemps que les semaines précédentes, mais en tout cas voilà, de tester quand on est dans de bonnes conditions et de garder en tête que les tests ne vont, même s'ils se passent mal, n'aggravent pas la maladie. En fait, ils peuvent être effectivement infructueux au point de vue des symptômes. Néanmoins, ça ne va pas aggraver l'inflammation, ça n'aggrave pas le cours de la maladie. Donc, d'essayer au maximum de garder ça en tête. Ça n'excuse pas, hein, mais voilà, l'idée c'est de progresser ainsi. On peut mettre la suivante. Voilà, c'est la dernière. Donc l'idée, c'est, pour reprendre un petit peu les différents points, ça va être de choisir des aliments simples et au plus des aliments bruts que vous allez pouvoir après cuisiner, de privilégier les produits de saison, des circuits courts. L'idée, en fait, c'est de pouvoir discuter au plus avec les personnes qui vendent les aliments. De leur demander des conseils de cuisine et d'adapter aussi la préparation des aliments à vos capacités digestives ou celles de vos enfants en ce moment. De ne pas hésiter à maintenir autant que possible les fruits et les légumes et de les préparer. Voilà, tout ce qui autour des fruits et légumes, tout ce qui va être fait en cuisine en fait va véritablement permettre de les maintenir et d'améliorer la tolérance digestive, de garder en tête le principe du fractionnement des repas pour soulager le travail digestif, et que si vous avez besoin d'un suivi, il y a des diététiciens qui peuvent vous accompagner
dans cette démarche, et que l'AFA propose aussi des outils pour vous accompagner, et la permanence téléphonique, là c'est plus pour répondre à des questions ponctuelles. L'idée c'est de ne pas se substituer aux collègues qui sont en ville, mais voilà, de répondre vraiment en ponctuel, et pour un suivi, voilà, de consulter un diététicien. Il y a un diététicien formé au Mickey. Il y a un annuaire qui est présent sur le site de l'AFA que vous pouvez consulter et retrouver. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser aussi que à l'AFA, on propose, alors pour 2020 non, parce que les conditions ne l'ont pas permise, mais on forme les diététiciens à l'accompagnement des personnes qui souffrent de Mickey, l'accompagnement diététique. Et voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai fini. Merci Doriane pour la présentation. Donc comme c'était dit, il y a un certain nombre de ressources qui existent à l'AFA pour vous accompagner, pour vous informer, pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de la nutrition. La question a été posée sur est-ce que l'atelier sera disponible en replay. Oui, cet atelier et le suivant, ainsi que l'ensemble des conférences, seront en replay. Soit vous aurez le lien directement parce que vous étiez inscrit, soit vous retrouverez le replay tout simplement sur l'AFA Web TV, donc c'est la chaîne YouTube de l'association, dans les jours à venir, le temps de monter tout simplement les vidéos pour qu'elles soient un petit peu propre. Il y a eu pas mal de questions. Je voudrais juste avant avoir une petite précision, si c'est possible. On a utilisé le terme de FODMAPs. Qu'est-ce que c'est exactement? Les FODMAPs, c'est Oui. l'alimentation sans FODMAP. Alors, j'en parle dans la présentation qui suit. En fait, c'est une alimentation qu'on conseille dans le cadre de syndrome de l'intestin irritable ou de colopathie fonctionnelle, qui sélectionne en fait des aliments en fonction des certains glucides qu'on va retrouver dedans, qui ont tendance à fermenter suivant leur quantité, comment ils sont présents, des capacités digestives, etc. D'accord, bien. Merci beaucoup. Alors, sur le chat, il y a eu beaucoup de questions, enfin, non pas de questions, mais de réactions par rapport à un sujet en particulier, un légume qui en fait est un fruit, c'est la tomate. Oui. Qui a priori un peu moins facile finalement à préparer et à digérer. Pour votre information, on est en train de préparer des fiches thématiques par aliment. Donc prochainement, il y aura la tomate qui sera en ligne le temps de la faire ou qu'elle soit de la valider, tout simplement. Une question qui a été énormément posée, remontée, c'est pourquoi est-ce que les médecins gastro-entérologues disent que l'alimentation n'a pas d'impact sur la Mickey? Eh ben, parce qu'on manque de preuves. Alors, c'est de moins en moins vrai, mais en tout cas, ça a été très vrai pendant de nombreuses années, où on a cherché le lien entre alimentation et les Mickey. En fait, on n'en trouve pas de véritablement probante. C'est-à-dire qu'on n'a pas une cause alimentaire qui déclenche une Mickey. C'est plutôt un ensemble et l'environnement. Et que les liens entre alimentation et inflammation sont toujours mal connus. Donc, c'est la raison pour laquelle on a un peu tendance à dire, en fait, il n'y a pas de lien. Et l'idée, ça va être de surtout, en tout cas particulièrement là pour ce qu'on vient d'aborder, mais aussi d'ailleurs dans la présentation suivante, l'idée, c'est plus pour l'alimentation de regarder voilà, symptômes digestifs et alimentation. Et Plus pour que votre information, pardon, vas-y Dorian.
Non, non, j'allais dire plus que inflammation et Mickey. Nous, enfin, en tout cas, côté alimentation, on regarde point de vue digestif, comment ça se passe et capacité digestive. Et c'est surtout au regard de ces capacités-là qu'on va adapter l'alimentation et moins par rapport à l'inflammation. L'inflammation, on est un peu en galère quand même. Pour votre information, l'AFA mène depuis un an une étude qui s'appelle Mikinote. Je viens de mettre le lien de l'étude dans le chat, où en fait on suit un certain nombre de malades sur leurs habitudes, notamment alimentaires, pour essayer justement d'essayer de comprendre ce lien entre alimentation et survenue de poussée inflammatoire. Cette étude est toujours en cours. On recherche toujours des personnes pour participer à celle-ci. Elle est menée par la femme et bien entendu pas en autonomie avec différents centres hospitaliers et gastro-entérologues, notamment Jean-Pierre Hugo et d'autres. Voilà. Une question qui est revenue aussi beaucoup, c'est sur le régime sans résidus. En fait, quand on est en inflammation, on a plutôt tendance à s'approcher ou à suivre un régime sans résidus. Mais d'un autre côté, on nous parle des fibres qui sont importantes, notamment pour le microbiote. Alors, est-ce que finalement, c'est pas un peu opposé ces deux thématiques, ces deux problématiques? Bah si, un petit peu. Euh, En fait, le régime sans résidus, il va être prescrit dans les périodes de poussée inflammatoire et de symptômes digestifs très forts pour mettre au repos. C'est-à-dire qu'il n'a pas vocation à traiter l'inflammation, il a vocation à mettre au repos pour récupérer, ne serait-ce que parce que le fait d'avoir mal, en fait, c'est fatigant, mais en fait, il calme pas véritablement l'inflammation. C'est que on considère que la muqueuse, elle est pas apte à recevoir. Donc, avec le régime sans résidus, on met le tube digestif au repos, comme on mettrait un pansement en fait. Alors, c'est pas vraiment un pansement, mais voilà, on protège. Parce que la motricité, parce que les capacités digestives, donc on ne va pas augmenter le travail digestif. Donc le régime sans résidus, c'est ça, et que dans les conseils, on va dire entre 4 et 6 semaines max. Hein. Et l'idée, c'est d'en sortir le plus vite possible, parce que c'est une alimentation qui est quand même très monotone, très restrictive. D'accord. Et comment justement essayer de sortir progressivement de ce régime, d'un régime en tout cas où pauvre en fibres, qu'il soit sans résidus ou sans résidus élargis? Bah déjà, l'idée, c'est de voir si le régime sans résidus permet d'avoir un mieux-être. Parce que parfois, il arrive que les personnes soient effectivement sur une alimentation sans résidus et qu'en réalité, en termes de symptômes digestifs, c'est toujours pareil. Donc, si en termes de symptômes digestifs, c'est toujours pareil, bah, autant élargir et autant réintroduire des aliments, puisque de toute façon, ça ne change rien. L'idée, c'est toujours de voir quel bénéfice par rapport à ce qui est mis en place. Si il y a une alimentation restrictive, difficile, monotone, qui est mise en place et que il y a peu de résultats, point de vue confort, c'est pas forcément utile pour le gluten. Par exemple, c'est la même chose. D'accord. C'est-à-dire que si on se dit, bah oui, je vais essayer de diminuer ou de supprimer le gluten et que, point de vue des symptômes digestifs, ça change rien, ça veut dire qu'en fait, c'est pas le gluten le problème. D'accord. On reviendra dessus, je pense très certainement que ce soit au cours Ouais, des... ouais, le régime sans résidus, je l'aborde juste après. D'accord. Et alors, même il est abordé dans le deuxième atelier, on est toujours là-dessus parce que ça fait partie des questions qui ont été vraiment souvent posées ou en tout cas qui ont suscité de l'intérêt. C'est comment limiter les risques de carence finalement quand on se limite à certains aliments. Est-ce qu'il y a outre le fait peut-être de remettre de nouveaux aliments en petite quantité de temps en temps, comment est-ce qu'on peut limiter les carences? C'est normal. Alors déjà, l'idée, c'est de vérifier qu'il y ait des carences. Donc ça peut être demandé au gastro ou au médecin traitant. Peut-être plus le médecin traitant que le gastro. Il sera plus disponible et plus facilement disponible à travers une prise de sang. Et suite au résultat de la prise de sang, on voit effectivement s'il y a des carences ou pas. Et pour prévenir les carences, l'idée, c'est d'avoir l'alimentation
la plus diversifiée possible. Donc, effectivement, de sortir du régime sans résidus. Là, il y a une fiche sur le site de l'AFA qui peut donner on va dire une progressivité dans le choix des aliments, notamment des fruits, des légumes. C'est la fiche nutrition numéro 3. Manger en poussée comme en rémission. En fait, il y a un tableau donc un tableau à 3 colonnes avec une colonne quand les symptômes digestifs sont très importants, donc de nombreuses diarrhées dans la journée, du sang, des glaires. Et la colonne du milieu, c'est quand les symptômes digestifs sont plus doux, sont plus modérés. Et une troisième colonne, quand les symptômes digestifs sont ou inexistants ou très, très modérés. Et donc, ça indique un petit peu la progressivité des aliments qu'on va pouvoir consommer davantage. En tout cas, avec plus de facilité. D'accord. Quand on s'intéresse à l'alimentation et qu'on n'est pas un professionnel de santé, d'ailleurs, ça serait bien peut-être de définir ce qu'est un diététicien nutritionniste. Il y a des termes qui reviennent régulièrement, notamment probiotiques, prébiotiques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et puis dire est-ce qu'il y a un intérêt dans les Mickey ou quand est-ce qu'il y en a? Alors, pour parler de probiotiques et de prébiotiques, il faut parler de microbiote. En fait, le microbiote, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Donc la flore intestinale, donc le microbiote, c'est une population de bactéries qui est très variée. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de bactéries, mais d'espèces différentes, puisque je ne le connais pas, mais il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de bactéries que de cellules qu'on a dans notre corps. Donc c'est vraiment c'est un organe à part entière qui fait à peu près 2 kilos et qui contribue en fait à notre bonne santé. C'est-à-dire que si on enlève notre microbiote, en termes d'état de santé, on serait en mauvaise santé parce que il nous permet d'apprendre à nous défendre contre les bactéries. Ça participe grandement au système immunitaire. Il permet de terminer la digestion de certains aliments, de synthétiser certaines vitamines aussi, par exemple. Et il envoie en fait de nombreux signaux. Sur un ensemble de paramètres. Et effectivement, ce microbiote, en fait, on le rapproche beaucoup de son lien avec les Mickey, avec la dépression, avec l'autisme, avec les maladies dégénératives. En ce moment, le microbiote est en lien avec tout un tas de pathologies. Et donc, on s'y intéresse beaucoup. Donc on a tous un microbiote. Il arrive que ce microbiote, cet équilibre en fait au sein des bactéries de cette population soit déséquilibré. C'est ce qu'on appelle une dysbiose. Et pour rétablir ce déséquilibre, on va éventuellement conseiller la consommation de probiotiques. Les probiotiques, celui qu'on connaît tous, c'est les yaourts. Puisque le yaourt, en fait, c'est du lait fermenté, donc du lait qui se modifie parce qu'on a ajouté des bactéries et que les bactéries qu'on consomme qui sont dans le yaourt sont des bactéries vivantes et qui vont venir en fait enrichir la flore intestinale. Donc, il y a des probiotiques comme ça, dits naturels, hein, le yaourt, le kéfir, que ce soit le kéfir de fruits, le kéfir de lait, tout ce qui est fermenté et encore vivant. Je n'ose pas dire la bière, mais il y a certaines bières qui sont encore vivantes. Pardon ? Quand il y a encore des bactéries dedans, ce qui n'est pas le cas de la plupart des bières. Voilà, mais certaines en contiennent toujours des vivantes. Et après, il y a aussi tout ce qui est probiotique qu'on va retrouver en pharmacie. Et là, le choix est effectivement très important. Pour aujourd'hui,
on n'a pas trop de réponses à donner sur les probiotiques. Est-ce qu'il faut en prendre, est-ce qu'il ne faut pas en prendre? La seule indication véritable qu'on ait au niveau des probiotiques, c'est dans les cas de rectocolite hémorragique avec pochite. Pochite, donc c'est quand il y a eu un acte chirurgical qui a enlevé le rectum, créé une poche, et en fait, cette nouvelle poche se présente une inflammation. Et donc là, effectivement, on va prescrire des probiotiques qui est le VSL3 qui peut se commander sur Internet, où là, effectivement, des études ont été faites et valident d'un intérêt suffisamment vu pour que on puisse dire que si ça a un intérêt. Pour le reste, on n'a pas trop démontré d'intérêt encore. Alors je dis bien encore parce que je pense que d'ici quelques années, on aura plus de réponses. Et les prébiotiques, c'est ce qui va nourrir les probiotiques. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend des probiotiques, mais qu'on est sur un régime sans résidus, c'est-à-dire très pauvre en fibres, ben, en fait, le microbiote sera très peu nourri. Donc, l'idée, c'est de nourrir le microbiote, donc effectivement d'avoir les fibres. Et là, c'est un peu le chat, effectivement, qui se mord la queue quand on dit, ben si, il faut nourrir son microbiote, mais par contre, en termes de fruits, en termes de fibres, les capacités sont plus limitées. D'où l'intérêt de travailler pour améliorer la tolérance digestive et de permettre un apport en fait d'aliments qui contiennent des fibres, mais des fibres qui vont être facilement tolérées. D'accord. Donc en fait, il peut y avoir un apport positif, en tout cas ressenti par la personne qui en prend. Ça peut être neutre, mais il n'y a pas forcément de contre-indication à en avoir a priori. Il y a des personnes qui testent et chez qui ça se passe pas bien. D'accord. Et, ça arrive pas forcément très souvent, mais ça arrive. Moi, je sais que j'ai déjà des personnes en permanence qui m'ont appelé en me disant j'ai essayé les probiotiques et en fait ça a été vraiment difficile. Alors parfois ça peut être difficile en termes de symptômes digestifs sur quelques jours et après ça va mieux. C'est comme le kéfir. Le kéfir, les premiers jours où c'est consommé, peut y avoir 2-3 jours un peu compliqués. Et après, ça se temporise puisque ça se met en place. D'accord. Et pour revenir sur, en fait, sur ces diététiciens nutritionnistes, à quoi correspond en fait ce diplôme? Et puis peut-être quels sont justement les acteurs en fait de la nutrition, de l'alimentation pour être accompagnés de bonne qualité, on va dire? Oh de bonne qualité, ça serait un peu prétentieux de ma part. Alors, Et pourquoi? pour être diététicien nutritionniste, alors les deux, si on est diététicien, on est nutritionniste puisque les deux termes en fait vont ensemble. Et pour justifier de son titre de diététicien, il faut avoir validé soit le BTS diététique, ce qui est mon cas par exemple, soit avoir validé un DUT. C'est biologie, génie diététique, parce que c'est une option. Et donc, ou l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre des formations permet de justifier du titre de diététicien. Donc, effectivement, après avoir validé le diplôme, médecin nutritionniste, c'est quelqu'un qui a fait. Juste diététicien nutritionniste, à quoi quel est son domaine de compétence? La diététique. Non, en fait, on est technicienne de l'alimentation et de la diététique, c'est-à-dire qu'en fait, notre métier, notre formation, c'est une connaissance des aliments qui est très approfondie en nutrition et adaptée à certaines situations de la vie, notamment pathologiques. On apprend en fait comment chacun doit se nourrir pour être en bonne santé, que ce soit des personnes bien portantes, les enfants, les ados, les adultes, femmes enceintes, allaitantes, les sportifs, les personnes âgées et les situations pathologiques, notamment les MICI. Alors, à l'AFA, on donne des formations pour les diététiciens puisque la formation initiale autour des MICI est un peu
perfectible. Donc, pour améliorer le savoir-faire et les connaissances, on propose une formation spécifique à l'alimentation des Mickey. Et que la spécificité quand même du diététicien, ça va être l'expertise en cuisine, puisqu'en fait, on a des cours de cuisine. Okay. Ben, merci beaucoup. L'heure tourne, il y a énormément de questions encore. On n'a pas pu les aborder toutes, mais donc il y a la permanence diététique assurée par Dorian Cotel tous les mardis après-midi de 14 h à 18 h. Vous avez toutes les informations sur le site internet.